Salut, tome 4 de l'abécédaire de mon zénith à moi, aujourd'hui de la lettre M à la lettre R, M comme Manon Negra, R comme Baronne de Rothschild, beaucoup d'invités, avec Bernard Pivot, avec Les Nuls, avec Christine Ockrent et avec Patrick Poivre d'Arvor, deux défunts aussi que nous allons retrouver dans ce zénith avec Yves Montand et Jean Poiret, et puis aussi des champions français, Yannick Noah, Michel Platini, Alain Prost et Jean-Pierre Papin, et puis des actrices, en particulier Mathilde Amet. Est-ce que, depuis que vous avez du succès, on vous respecte plus qu'avant? Ça paraît une évidence. Est-ce que certains d'entre vous ont vécu des formes de racisme et qu'aujourd'hui, bon, vous êtes la Manon Negra, donc vous êtes bien? Le respect par rapport au succès, je veux dire, plus on est connu, plus tu peux te faire canarder, enfin, je veux dire, plus tu peux te faire à droite à gauche. Moi, je me fais beaucoup plus insulter depuis que je suis connu que quand j'étais pas connu. Et puis, si tu appartiens à une minorité et que tu es connu, les gens ne sont pas censés te reconnaître, ils peuvent continuer à agir de façon raciste. Ouais. Et puis si les gens commencent à te respecter parce que tu as du succès, alors là, c'est vraiment grave. Oh, mais ça arrive, hein. De toute façon, tu as tout intérêt à te méfier. Tu dis pas rien, c'est souvent le cas. Ouais. Le beauf de service, il invitera plus facilement Yannick Noah à sa table que Boubacar qui habite à Sarcelles. Hein. Ça, Voilà, c'est sûr. c'est évident. Vous défendez furieusement votre vie privée. Vous faites très attention là-dessus et vous ne faites pas de cadeaux. Bah, C'est non, difficile. écoutez, vraiment, je pense que déjà, j'en donne pas mal. Je parle de moi, je parle de mes goûts, je fais du cinéma, je m'exhibe comme personne. Et puis, un acteur donne beaucoup de lui. Alors, je donne vraiment beaucoup. Ma concierge vient pas me raconter sa vie privée parce qu'elle a parlé, c'est à elle, et je comprends complètement ce sentiment. Alors, j'aimerais que les gens comprennent que moi aussi, j'ai ce sentiment-là. C'est la seule chose qui me reste. J'en donne parfois un petit peu, mais il y a quand même un noyau que je veux garder pour moi. Et pour le garder, pour le défendre, il faut pas mollir, quoi. Non, il faut pas aller au mollir. procès, Il faut aller au procès, il faut faire tout ça. Surtout qu'en France, heureusement, il y a des lois qui permettent de protéger la personne publique, ce qui n'existe pas en Italie, par exemple, ce qui fait qu'on voit des photomontages, on voit des trucs insensés, on ne peut rien dire. Donc je pense que s'il n'y avait pas cette loi en France qui vous protégeait, ça pourrait aller très loin, parce que je fais confiance aux médias pour la vulgarité et le profond mépris qu'ils ont parfois, donc ils pourraient aller très loin dans les mensonges. Aujourd'hui, oui, en France, on peut se défendre, mais moi j'en profite. Je prends des revanches. La corrida, c'est les abattoirs de la Villette dans les costumes du Châtelet. C'est navrant. Ouais. On voit, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ces matadors qui arrivent avec la braguette présentoir. C'est ça la virilité. Je sais qu'on fait bondir actuellement à Nîmes, mais quand même. Vous avez regardé les arènes vues d'avion, on dirait des chiottes à la turque. Et c'est malsain d'aller regarder ça. Alors n'en déplaise à la virilité douteuse de Monterland, qui venait se réchauffer à ça, ou même au doute certains d'Hemingway. Mais quand même, c'est pas un spectacle. Ne me dites pas que la mort est un spectacle. Moi, j'ai arrêté une émission à cause de ça. C'était incroyable, mais vrai. Au bout d'un moment, tout ce qu'on avait trouvé d'incroyable, c'était la mort. Je peux tirer dans la bouche de mon frère à 20 mètres de distance avec un fusil de guerre. Je peux sauter le Grand Canyon. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'on allait faire des morts. Donc j'ai arrêté, incroyable mais vrai. Et ça, la mort n'est jamais un spectacle, jamais. On revient à la musique. Je ne m'attendrai pas sur les bébêtes, hein, j'aime bien la loyau. Ouais. Mais enfin, je ne le torrai pas avant de le cuire. Vous ne voyez pas m'attaquer en lâche à un rôti avec 2 fourchettes. Est-ce que pour terminer, vous maintenez ce que vous avez dit une fois, j'aime les Français de 6 à 12 ans et à partir de 70 ans? Oui. Je dis toujours, j'ai toujours dit dans ma vie, je n'aime pas les grandes personnes. Ce qui me touche chez les adultes, c'est la part d'enfant qui reste en eux. Dans le fond, je m'y tiens. Vous voyez que la psychanalyse ne change pas grand-chose. Je n'aime pas les grandes personnes, avec leur visage. Vous savez, il y a cette phrase de Lichtenberg, les adultes y correspondent. Un sérieux affecté qui aboutit en fin de compte à une paralysie morale des muscles de la face. Je n'aime pas les grandes personnes. Décidément, non.
Vous préférez Ceux qui se cassent un œuf sur la tête. Ouais. Vous préférez faire une interview d'enfants à l'école des fans plutôt qu'une interview d'acteurs qui se prend très au sérieux. Il ne faut pas se prendre. Que pensez-vous de Patrick Poivre d'Arvor? Pas quelqu'un pour qui j'ai la plus grande estime. Vraiment? Oui. Pourquoi? Parce qu'il me paraît un petit peu mégalo, ce qui pour moi n'est pas une bonne chose. Un petit peu maniéré et un peu faux toujours dans ces situations. Vous êtes fidèle? À qui? Vous êtes marié, vous êtes fidèle? Oui, non, mais on a... Oui, non, parce que vous avez dit les deux. Non, mais on a des relations entre nous que je souhaite à beaucoup de couples, de confiance et des choses qu'on peut se dire. Je ne supporte pas justement, bon, je ne dis pas que je suis un être parfait, bien au contraire, loin de là, mais le côté hypocrite, l'homme ou la femme qui va tirer son coup à l'hôtel en téléphonant à sa femme que la réunion se prolonge et tout ça, ça m'agace. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu mesquin et un peu misérable dans ces petits mensonges, et je trouve qu'il y a des choses qu'on peut se dire. Et je crois que l'homme, de toute façon, n'est pas monogame et que je connais vraiment peu d'hommes qui soient restés fidèles à leur femme pendant 40 ans de mariage. Enfin, il y en a. Et s'ils sont heureux et bien dans leur peau et équilibrés, c'est formidable. Comment étiez-vous quand vous étiez toute petite? Vous étiez exhibitionniste, renfermée? J'étais très très renfermée, j'étais très très maladivement timide. Ça durait jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce que je commence à jouer. Et vous avez commencé à jouer à quel âge? J'ai commencé à jouer il y a à peu près 6 ans. Ouais. Et depuis que j'ai commencé, ça va mieux. Mais j'avais beaucoup de problèmes pour m'exprimer, j'avais beaucoup de problèmes à être moi-même. Et ça se concrétisait comment? C'est-à-dire que vous n'aviez pas d'amis, pas de contact, vous viviez de façon assez isolée J'avais quelques amis, mais j'avais beaucoup de mal à parler, j'arrivais pas à parler. Parce qu'aussi, je dansais beaucoup. Alors, on ne parle pas, on apprend à se taire quand on danse. On a une discipline très, très forte et très, très dure, qui fait qu'on apprend à jamais parler d'abord dans un cours de danse et faire ce qu'on nous dit de faire et à obéir, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un creux dans votre carrière où vous vous êtes dit, par exemple, il va falloir que je change de métier? Il y a eu plusieurs creux, mais comme je connais rien d'autre, non, je ne peux pas changer. Vous avez dit on continue? Oui, oui, feu. Bien. Quelle a été le plus mauvaise période, le plus mauvais souvenir? Plus mauvais souvenir, c'est étrange parce que je trouve qu'on vit ça un petit peu en ce moment, puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est au début des années 70, on revendait déjà les années 60. Maintenant que nous sommes dans les années fin des années 80, 90, on dirait, pardon, excusez-moi. On attaque 90. On recommence encore un coup avec les années 60. Pour ça que je disais tout à l'heure, par moment, on se dit, Flûte vient de faire un disque, et j'écoute la radio et j'entends un truc que j'ai fait il y a 30 ans, c'est emmerdant. Vous auriez pu, en tant que femme de président de la République, avoir une vie, je serais tenté de dire, paisible. Vous avez choisi une autre voie. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas sa vie, parce qu'on est devenu la femme du président de la République. Ma vie est déjà un long tracé, et c'est une étape, le fait d'être à la présidence de la République. Mais ma vie, elle, continue. Mais ce qui vous passionne, en fait, Madame Mitterrand, non, ce qui me passionne, c'est la vie. Ouais. C'est la vie de tous les jours, la vie qu'on vit tous les jours. On vit pas avec des reines tous les jours. Ouais. Bon, on les rencontre, on sympathise, bon, et puis on passe. Bon, tandis que la vie, celle que je rencontre au quotidien, dans les témoignages que je reçois, alors ça, c'est le tissu de mes vraies préoccupations. Comment Frédéric appelle-t-il Mitterrand? Parce que c'est vrai que vous êtes le neveu de François Mitterrand et que tout le monde l'appelle tonton. Est-ce que vous êtes agacé par cette familiarité qui se développe? Ah oui, la tontomania. Ouais. Oui, alors la tontomania, je trouve ça maladroit et inutile. Je pense que le président de la République est quelqu'un qui mérite beaucoup mieux que ce côté comme ça, un peu, cet attendrissement pleurnichard. Comment l'appelez-vous? Moi, j'appelle mon oncle. C'est une référence cinématographique? Et vous savez, je ne l'appelle pas beaucoup parce que je le vois presque jamais. Ouais. En fait, je m'étais juré, quand il a été élu président de la République, que j'irais jamais à l'Élysée. Et puis j'ai pas résisté, évidemment. On ne résiste pas quand même, on a envie de voir comment c'est. Bon. Alors l'Élysée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Un grand hôtel, hein, on a l'impression d'être au Trianon Palace. Bon. Et puis, je me suis dit, j'ai rien à faire là. Et c'est déjà très compliqué la relation
de Frédéric Mitterrand qui essaye de faire des choses dans un domaine public avec cette présence tellement forte que j'ai en plus dans ma vie depuis très très longtemps, parce que François Mitterrand était très connu quand j'étais enfant déjà. Donc finalement, j'ai opté pour la situation qui est de ne pas aller le voir. Donc je ne le vois pas. Et je le vois uniquement de temps en temps dans des réunions familiales qui se passent ailleurs et qui n'ont aucun rapport. Voilà, bien sûr. Je suis contre la tonton-mania, oui. Oui, on a bien compris. Il paraît qu'un jour, on m'a raconté ça en avril 81 au Palace, alors qu'on était pas loin des élections. Vous êtes très bien informé. On a vu un Mitterrand qui était vous, donc habillé en Lana Turner, faire du trapèze. Oui, mais c'était très difficile, parce que c'était à 14 mètres de haut, et en plus je chantais une chanson. Alors on s'est rappelé que du côté Lana Turner, mais le côté 14 mètres de haut et chanson, c'était très difficile. C'était beaucoup plus difficile que de se mettre en Lana Turner. Ouais. Quand vous vous travestissez, c'est un jeu? C'est un jeu, oui, mais vous savez, les jeux, c'est toujours quelque chose qui touche certainement quelque chose de profond en soi. C'est un jeu, et puis c'est une manière aussi de jamais être exactement à l'endroit où ce serait commode d'être. Dans le métro, j'ai aperçu des jeunes gens et des gens moins jeunes qui prenaient des miroirs et qui essayaient de regarder ce qu'il y avait sous les jupes des dames. Vous avez vu ça? C'est un nouveau jeu, parce qu'il y a tout c'est un truc de 60, ça se faisait dans les 60. Vous l'avez fait, vous? Quand j'ai fait Les Dragueurs, un de mes premiers films, on avait déjà cette façon de faire, oui. Et vous êtes un voyeur? Non, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'est exactement une femme, parce qu'on va passer une femme dans la rue, on ne sait pas si elle a une culotte ou pas. Par exemple, celle qui a l'air de ne pas en avoir, en a, et le contraire. Ouais. Donc c'est un jeu, quoi, comme un autre. Et vous jouez beaucoup à ça? Ah, plus maintenant, je suis trop vieux. Non, mais quand même dans la tête, sans avoir un petit miroir au bout d'une perche. Non, mais c'est intéressant. Quand on aime les femmes, il faut s'y intéresser. Depuis votre naissance, je crois que votre mère et votre père vous ont toujours élevé comme si vous n'étiez pas non-voyant. Disons que comme ils n'ont jamais eu, on leur a pas fourni le bouquin pour comment faire quand je suis né, c'est pas qu'ils m'ont élevé comme si j'étais pas non-voyant, mais enfin ils m'ont élevé comme si j'étais moi, quoi. Point. Ouais. Sans qu'il y ait un contour négatif, sans qu'il y ait un contour triste, parce que ça n'avait rien de triste. Par exemple, votre mère vous envoyait faire les courses tout seul? Ah ouais, à partir de l'âge de 7 ans. Puis moi, je voulais y aller, ne me forçais pas non plus. Mais je trouvais que c'était marrant pour moi d'avoir mes premières aventures dans le quartier des Pyrénées, avec ma canne. Moi, j'ai toujours essayé de rire de beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire quand je passais dans la rue, puis quand je voyais les gens qui passaient à côté de moi, puis qui avaient l'air vraiment désolés de voir ce petit garçon avec sa canne, ou alors qui parlait tout haut, comme si j'entendais pas, il disait, regarde le petit, il voit pas clair. Moi, je trouvais que c'était marrant, quoi. J'ai jamais pris ça dramatiquement. Mais je préfère qu'on n'aborde pas le sujet Valentin parce que je ne vais pas du tout impartial et ça va prendre des proportions assez gâteuses parce que, comme tous les pères, j'imagine, même si c'est sur le tard, j'aurais souhaité l'avoir un peu plus jeune, naturellement. Égoïstement, je suis fou de joie, hein, parce que ça vous donne un coup de fouet, ça vous oblige, avant de descendre, prendre le petit déjeuner, à vous raser, de vous coiffer, de vous mettre propre, alors qu'on peut descendre comme on est quand il n'y avait pas Valentin, quoi. Ouais. C'est très bien, puis c'est vrai que ça vous oblige à faire quelque chose. Et quand c'est quelque chose comme ça, ça vaut la peine. Il y a très peu de femmes dans votre zénith. Bon, c'est le rôle qu'ont joué les femmes dans votre vie. Oui. Bon, on parlait de Simone Signoret, évidemment. Bon, il y a eu Edith Piaf. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Oui. Pourquoi cette absence de ces femmes aujourd'hui? Parce que j'ai eu beaucoup de mal à avoir des rapports simplement amicaux avec les femmes. Pardonnez-moi, mais je pense que... Et ça devrait exister. On devrait vraiment se regarder avec une femme d'une façon... Comme on dit toujours, que ce soit religieux ou philosophique, frère et sœur, quoi. En tout cas, comme quelqu'un, oui. Enfin, non, c'est pas vrai. Elle joue son rôle de femme, même si c'est imperceptible, et vous jouez le rôle du mec. Enfin, je joue plus du tout le rôle du mec, quoi que ce soit, je reste moi-même, ça suffit. Mais on croit toujours à ce moment-là, on croit toujours, quand on est plus jeune, qu'il faut, ce qu'on disait en termes populaires, en faire du rentre-dedans, quoi. Hein. Et c'est idiot, ça ne fait rien. De toute façon, c'est elle qui choisit. De toute façon, c'est elle qui fera ça. Vous en êtes convaincu? Oh oui, complètement. Elles te prennent. C'était très joli. Eh bien, tout ce que je peux dire. Eh bien,
C'est troublant. Eh bien, oui. Je crois que c'est ça. Je comprends que ce soit troublant. Voilà, c'était troublant. Oui, c'est troublant. Mais c'était bien. C'est pas... Non, j'aurais juste préféré qu'on ne le suce point, si je puis dire. Hein? Bon. Ça, si vous dites ça, Volinsky va faire 14 dessins derrière. Ah, non, non, non. Wow, regarde ça! Regarde, c'est tout en couleur! Oh, c'est hallucinant ce truc! Wow! Game Gear, la première console portable couleur de Sega. Énergie, retrouvez les meilleurs titres de Boulder Club, Bob et Boy George, enfin sur un même album. Si vous n'avez jamais goûté au luxe d'une voiture climatisée, du 11 au 30 juin, les séries Citroën Clim, de la Citroën AX à la Citroën XM, sont équipées d'un climatiseur. La climatisation pour seulement 1500 francs de plus, c'est Clim. Après vous avoir permis de vérifier la qualité de notre accueil, après vous avoir permis de vérifier la qualité de nos produits, eh oui. Et après vous avoir permis de vérifier la qualité de nos services, vous pourrez bientôt vers 92. Vous ne viendrez plus chez vous par hasard. Juste pour voir. Écoutez battre le cœur du monde. Pourquoi, je demande, moi, pourquoi il n'y aurait pas l'absolu dans l'amour? She was one of the world's biggest movie stars. She was Ava Gardner. Qu'est-ce qu'ils pensent de ma vie? Bah, généralement, ils sont un peu stupéfaits, quoi. Cet été, sur la télé pas comme les autres, chaque jour est un nouveau monde. Pour moi, là, la femme elle doit être une poupée d'amour, elle doit faire rêver, elle doit être dans un spectacle permanent. Elle doit séduire aussi bien ses amis que les hommes, que tous les gens de sa famille. La femme, c'est vraiment l'objet de la séduction, mais ce qui ne l'empêche pas d'être intelligente à un certain moment de la journée, n'est-ce pas? On va parler du corps au début, Oui. et puis après on va parler Oui. d'autres choses, bien sûr. Oui. Quelle est la partie de votre corps que vous aimez le plus? Eh bien, ça dépend de certains jours. Parfois, j'adore mes jambes. Parfois, j'adore ma poitrine. Ou parfois, je suis séduite par la cambrure de mes reins. Vous y êtes attentive chaque matin, vous vous regardez chaque Je me regarde comme tout le monde se regarde, évidemment. Et puis ce corps, bon, Dieu m'a fait cadeau d'un corps qui n'est pas trop moche. Donc j'essaie de faire de la gym pour le conserver. Et puis je ne veux pas être égoïste, je veux aussi en faire profiter les autres. Est-ce que vous avez une éducation religieuse? Tout à fait, oui. Oui, j'avais une grand-mère qui était très catholique et j'allais à la messe tous les dimanches et c'était vraiment... oui, je suis religieuse d'ailleurs. Dans votre envie de séduire, dont vous avez parlé dès le début de l'émission, est-ce que vous avez envie de séduire Dieu, envie de séduire des prêtres? Des prêtres, non. Mais Dieu, oui, certainement. Comment vous faites? Comment je fais? Eh bien, lorsque je suis en période de contemplation, je pense à lui. Et je pense à lui comme à un être suprême, le plus beau, le plus intelligent. Et puis, je m'adresse à lui et j'essaie de le séduire par l'amour que je lui porte. Ça vous arrive souvent, ces périodes de contemplation? Oui, assez souvent. Mais est-ce qu'il y a autant d'innocence dans votre vie que vous le dites? Mais écoutez, je suis comme je suis. Moi, je me sens innocente, oui, je me sens très... Mais j'ai aussi des côtés coquins aussi. Cette image va faire sourire, que nous voyons sur l'écran, regardez, voilà. C'est une pose de petite fille, tout à fait. Vous y voyez ce que vous voulez y voir, mais pour moi, c'est tout à fait une pose naturelle du corps. Vraiment? Vous ne faites jamais ça dans votre bain? J'ai pas remarqué, non, j'ai pas remarqué. Plus le temps passe, plus j'ai eu conscience que je n'étais pas le centre du monde, de mon monde.
Et c'est sans doute pourquoi... Mais à un moment donné, vous l'avez cru C'est obligatoire. Je veux dire que pour être ambitieux, je parle de moi, parce que je ne peux pas juger pour les autres. À partir du moment où j'ai voulu être comédienne, je voulais être parmi les meilleurs. Mon père était tout à fait contre, et j'ai toujours voulu lui prouver qu'il y avait quelque chose en moi que j'avais reçu à la naissance et que j'avais eu raison d'aller dans ce chemin. Donc j'étais au centre de mon monde. Ce qui comptait, c'était moi, je. Est-ce que je vais jouer? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça va me permettre de jouer encore autre chose? Et puis, avec l'expérience, avec les années qui passent, j'ai compris que je faisais partie d'un tout. Et que, modestement, je n'avais qu'à faire très bien ce que je savais faire le mieux. Et je me suis ouverte au monde et aux autres. Un premier choix, on va parler des femmes. Oui. Et vous les aimez comment? Avantageuses. C'est-à-dire? J'ai toujours rêvé dans mon enfance de femmes comme Martine Carole, ou des gens comme ça. Pulpeuses, oui, c'est ça. Les fortes poitrines. Les fortes poitrines. Et là, je dois avouer qu'à cette époque de notre siècle, dans ces années 88, on est servi, ça revient. Ouais. Hein? Et par exemple, je vous voyais, je ne sais plus quand, avec Sabrina, j'étais heureux. Bon, ça fait partie de mes fantasmes. Oui. Surtout que j'ai épousé une femme qui ne possède pas ce type d'avantage. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était plus équilibrant pour moi. J'ai dit que j'avais fumé et au lieu de... Je voulais que ça débouche sur autre chose de plus fort, quoi. Et quand je me suis retrouvé, alors je croyais que j'avais une armée de mecs avec moi, j'étais un peu tout seul, quoi. Ouais. Et j'ai fait les premières pages des journaux et ça m'a fait très peur. J'avais 20 ans, 21 ans. Oui, avec le pinard. Ouais, je reviendrai à ça. Mais je crois que... Moi, j'aime beaucoup le tennis, j'aime beaucoup le sport et je crois qu'on doit être des exemples, quoi. J'aime voir le sport comme ça, être des exemples, ok. Mais c'est pas pour ça non plus qu'il faut que certains politiciens nous tirent dessus, quoi. Absolument. Parce que là, ça m'emmerde beaucoup, quoi. Parce que là, j'ai envie de taper, quoi. Parce que ces mecs qui font des discours pendant les campagnes électorales où ils font 7-8 villes en une journée, on leur demande pas de pisser avant chaque discours, quoi. Et je crois que si on leur demandait de pisser, ils pourraient pas faire les 8 villes, ils feraient 2-3 villes, après ils iraient se coucher. Donc on leur demande pas de pisser, on ne demande pas aux mômes qui vont passer le bac de pisser avant de passer l'examen. Donc bon, on demande aux sportifs de pisser avant de faire sa performance, ok, on nous juge, etc., ok, ça va. Ça va, je crois qu'il y a des bons côtés, il y a des très bons côtés dans ce qui est... le sport nous apporte énormément, mais je crois qu'il faut rester... Je crois que ça doit être un exemple et qui doit déboucher sur autre chose. Ça ne doit pas être juste, bon, ben, le sportif, Ben Johnson, pris, boum, point, paix finale. Ben Johnson est un tricheur. Je crois qu'il faut voir au-delà de ça. Je ne vaux pas tout cet argent, mais bon, il se trouve que je le gagne parce que je tape dans des balles de tennis et que les gens aiment regarder ça à la télé. Mais je sais très bien que je ne les vaux pas. La première fois qu'on m'a donné une raquette gratuite, moi, je n'ai pas dit, oh, ben, c'est normal. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai appelé mon père, je dis, on m'a donné une raquette gratuite. Puis après, on donne des contrats, on donne beaucoup d'argent. Bon, mais cet argent, il vient de quelque part. C'est pas de l'argent de la drogue, c'est pas de l'argent volé. Tout le monde peut aller jouer au tennis. Mais même malgré ça, quand on me le donne, je me dis c'est énorme, quoi. Quand on me donne, je vois ce que je gagne et ce que mon père gagne, par exemple, avec le travail qu'il a fait. Je me dis, bon, ben voilà, j'essaye d'en tirer le maximum. Mais bon, mais je fais attention quand même, parce que c'est... Un jour, si je me réveille et que je suis là à me passer des vidéos de quand j'ai gagné Roland Garros toute ma vie et penser qu'à Yannick, joueur de tennis, et vivre avec ça, et un jour, ça va être très dur pour moi. Mais les gens s'en foutront parce que bon, il y aura d'autres joueurs, mais ça c'est la règle du jeu, il faut qu'on sache, quoi. Et on me dit ouais, t'as été que 3e mondial, t'as gagné qu'un tournoi, t'aurais pu gagner, donc pour ça t'es nul. Je dis mais moi je vous emmerde, moi je vis ma vie et je continue à vivre ma vie. Et puis voilà, et puis vous ne lirez pas dans quelques années que ma femme a essayé de se suicider, qu'un tel est bon, je croise les doigts, on sait jamais. Mais au jour d'aujourd'hui, je me sens très bien. Quelle est votre philosophie de la vie? J'en ai pas. Je n'en ai pas. Ouais. Je n'ai pas de philosophie de la vie. Religion? Je n'en ai pas non plus. Non plus? Non. Ouais. Non, moi j'aime la vie. Je remercie tous les matins quelqu'un que je ne connais pas et à qui on ne m'a pas présenté, d'être là et d'avoir une vie extrêmement privilégiée, de faire un métier que j'aime, de pouvoir nourrir les miens et d'y avoir fait des rencontres qui ont rendu cette vie
jusqu'ici passionnante et émouvante. Quand j'étais jeune, moi, profession, si on m'avait demandé, c'était génie. Bon, profession et génie. Bon. Seulement les génies, pour moi, doivent mourir jeunes. Voilà. 30 ans, 32 disons, allez. Ouais. Et puis finalement, je suis arrivé à 32 ans, j'ai 58 ans, je n'ai pas de génie. Désolé. Mais vous n'avez pas vraiment 58 ans dans la tête. Quoique non, mais je fais de l'humour. Est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire une chanson en 2 minutes comme ça? Oui, oui, oui. Laquelle? Quand j'écris des chansons, de temps en temps, j'ai des chansons qui éjaculent vite et d'autres où il faut que je lime longtemps. Quelle est la femme qui a le plus compté dans votre vie? La femme. Oui. À travers les différents visages de celles que j'ai eues dans mon cœur et même de la ceinture. La femme qui a le plus compté dans ma vie, c'est celle que j'ai en ce moment. J'ai toujours eu donc avec mon écriture une sorte de rapport presque excrémentiel. C'est pas comme si mon langage c'était, je sais pas, les slips de mon âme. Vous voyez? Par conséquent, pour essayer d'exorciser la terreur que j'éprouve par rapport à ma propre écriture, j'ai besoin évidemment de choses comme l'alcool ou comme quand il est arrivé de draguer dur la drogue douce, des choses qui m'allument, n'est-ce pas? Autrement, j'ai tendance à replonger dans Je n'abandonne jamais le stylo. Non, mais il me va comme un gars, un ski, parce que... Le stylo aussi, oui. Non, oui, il y a son côté quand même obsédé sexuel qui est, avec qui est un tennis bien agréable. Oui. Et vous avez la haine? Ah ouais, mais moi, ouais, pas de problème, je te dis, on me la donne bien en plus tous les jours et depuis très longtemps, quoi, tu vois, pour moi ça va, quoi, pas de problème. Je veux dire, tu vois, ça m'est arrivé, par exemple, je suis avec lui là-bas, lui il est blanc, on passe, il y a 2 flics qui vont me contrôler moi, mais ils ont vu moi, ils n'ont même pas vu lui, tu vois, ils vont le laisser passer, tu vois. Et ça c'est classique, hein, attends, il y en a d'autres, hein, il y en a des mieux même, mais bon. Donc, tous les jours on donne de quoi, on t'alimente. Nous, on la canalise, on arrive à la canaliser, puis on jette ça sur papier. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans votre vie? Ah ouais, si on aurait arrêté depuis longtemps, quoi, bien sûr. Tout ce qu'on fait déjà, on entretient un petit peu l'espoir, quand même. Si on entretient une passion, on va quand même quelque part. Quoi. Je sais pas s'il n'y avait pas d'espoir, on arrêterait tout de suite. On se met une balle et voilà, comme il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de... Il y a toujours moyen, même le sport, c'est un espoir. Quoi. Je veux dire, pour les gens qui viennent des quartiers comme nous, il n'y a pas que le rap. Quoi. Il y a moyen de s'en sortir par le rap, mais bon... sinon... L'espoir, c'est un leurre, quoi, quelque part. Parce que, bon, nous, on n'a jamais espéré être là où on était. Mais bon, même si un jour on avait espéré, voilà, ça n'arrive pas. Tu fais une balle dans la tête, tu vois. Moi, je vis au jour le jour, c'est-à-dire que... Je prends comme bien tout ce qui se passe chaque jour, j'espère rien, quoi. Tu vois, on fait des projets, mais bon, on n'espère pas être, par exemple, premier exemple, des big stars, enfin des stars ou autres, quoi. Tu vois, on fait nos trucs, ça marche bien, ça monte, ça monte. Si on n'a pas espéré être là, et puis on ne tombera pas de l'eau, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça, maintenant. L'espoir, c'est un objectif aussi, quoi. Moi, je le prends en compte. Voilà, il y a toujours mieux à faire, quoi. C'est ça, l'espoir. Il y a un truc dans le film d'Eddie Murphy là, qui est sorti là, sur ton show, vraiment vrai. On ne peut pas arriver à faire un truc en arrivant en disant bonjour, con, bite, moule, foun, chat, salut. Tu peux pas faire. Tu es obligé de mettre quelques mots pour faire un vrai gag, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut, avec les mêmes mots, si on mettait autre chose que le bite, con, foufoune, tout ça. Ça n'a pas la même saveur. La réhabilitation du mot foufoune partout. C'est vrai. C'est vrai, il y a des restaurants qui s'appellent la foufoune, il y a des groupes qui s'appellent les foufounes. Les foufounes bleues. Voilà. Il y a un groupe qui s'appelle les Foufounes Bleues. Oui. Et la foufounette, c'est... Non, pas la foufounette. Attention, ce n'est pas la foufounette. C'est la bonne vieille. C'est la bonne vieille, la bonne grosse foufoune. La foufoune d'origine. Et la foufounette, alors c'est quoi par rapport à la foufoune? C'est autre chose, la foufoune. C'est une petite foufoune. C'est plus amical et plus affectif. Enfin, ouais, c'est comme la starlette. Voilà, une si vous star. voulez une petite définition. Starlette, petite star. Tartelette, petite tarte. Quéquette, petite bite. Qu'est-ce qui fait le charme d'un homme pour vous? Son regard, son menton et accessoirement ses chaussettes. Christine, je voulais vous demander, quand vous étiez revenue à Antenne 2, ça se passait pas très bien, puis ensuite vous avez été malade, très malade, et je me suis dit à ce moment-là, Christine, elle doit se dire, c'est un métier de...
sont simplement en train de me tuer. Alors est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas eu envie d'abandonner tout, la télévision, le journalisme et même la France? C'est grave, hein. Oh, c'est grave, même la France. Ouais, c'est beaucoup, là. Philippe, non. Ni la France, ni le journalisme, ni la télé. Moi, la télé, c'est mon métier, c'est mon univers. Le journalisme, je n'ai jamais fait que ça, finalement. Et donc, je ne conçois pas de faire autre chose. C'est assez simple. Bon, alors c'est vrai que le retour à Antenne 2 a été d'autant plus rude que moi, je rentrais un peu dans ma famille d'origine, enfin, en tout cas, dans un endroit où j'avais vécu professionnellement. C'est ce que vous croyez, en tout cas. Une aventure formidable grâce à des groupes. Et c'est vrai que le retour a été chaleureux au début et puis très malheureux pour tout le monde, parce que personne n'aime ni les crises, ni la grève, ni ces choses-là. Alors c'est vrai que j'ai trouvé que les confrères étaient un peu rudes et que tout cela manquait à la fois peut-être de sympathie, mais surtout de précision, quoi, de rigueur dans l'information. On ne faisait pas de l'information, on allait un peu à la curée. Mais ça arrive, ça. Donc, en même temps, voilà, on apprend, on se souvient, et puis la vie continue. Et puis on a dans la vie d'autres choses qui font qu'on s'accroche. Vous avez gagné beaucoup d'argent? J'ai gagné, j'ai commencé là maintenant. Ah oui, avec 880 000 oui, premiers, puis le dernier était numéro 8 au top 50 hier. Oui, ça faisait 26 ans que ça allait... Enfin, depuis que je fais du cinéma, j'ai toujours gagné un peu d'argent, mais bon, c'est toujours pareil. Quand tu gagnes de l'argent, enfin moi en tout cas je le dépense, et puis plus t'en gagnes, et plus t'en dépenses, et puis en fin de compte les envies changent, et ça revient toujours à la même chose. Votre luxe, c'est ce qu'il y a dans le décor, ce sont ces motos? Oui, les motos, les voitures. Pour l'instant, mon luxe, c'est ça. Vous n'avez pas acheté d'appartement? Non, pas d'appartement, pas de maison, pas de placement. Vous n'avez pas d'épargne logement? Non. Comment ça? Non, c'est pas du tout pour moi ça. Moi j'aime les trucs que je crois qu'il faut profiter de la vie. Ça c'est les jouets des hommes, il faut en profiter. Et de m'acheter des motos et des voitures, pour l'instant c'est mon plaisir. Si demain tout ça s'arrête, en tout cas j'en aurais profité. Et puis vous y pensez que ça peut s'arrêter demain? Oui, mais en même temps tout ça est important et tout ça est formidable, mais je remets les valeurs, les réelles valeurs de la vie, je les mets encore ailleurs. Donc si demain tout ça s'arrête, j'ai des rapports humains qui sont formidables. Vous n'avez pas l'angoisse de l'artiste que tous les artistes ont, quoi, disant... Non, parce que je ne l'avais pas avant. Je l'avais pas avant, j'avais pas l'angoisse de réussir, donc je ne vais pas avoir l'angoisse de rater maintenant que tout va bien, quoi. Quel est votre moteur, quel est votre objectif, votre ambition, et pourquoi? Je crois que... Si ce n'est pour être là aujourd'hui, bien sûr. Oui. D'abord, je crois que j'avais envie de rentrer dans les univers des gens. Il y a des metteurs en scène ou des films qui m'ont marqué plus que d'autres. D'ailleurs, il y en a qu'on va voir. Mais il y a des gens chez qui on sent un univers très fort. Et c'est un peu pour ça. C'est pour libérer peut-être une énergie qui est trop forte, quoi. Et parce que je suis quelqu'un d'excessif. Et dans tous les sens du terme, et que c'est à mon avis le seul moyen de pouvoir se décharger. Il n'y a plus moyen d'être tranquille, même un dimanche. Vous n'avez pas bientôt fini avec votre fichue perceuse? Ma fichue perceuse électrique. Électrique, oui, monsieur. Électrique ou pas, me casse les oreilles. On pourrait même dire nucléaire. Ma fichue perceuse nucléaire. Démonstration. Quand je perce mon mur, ou plutôt notre mur, devrais-je dire, c'est grâce à l'électricité, donc grâce au nucléaire. Vous me suivez? Alors il a fini l'autre crétin avec sa perceuse électrique? Nucléaire, pas électrique. Aujourd'hui, 75% de l'électricité est nucléaire. Pour la beauté de mes cheveux, je suis très exigeante. J'ai mon conseiller personnel, mon coiffeur Kérastase. Chez moi comme chez lui, quand mes cheveux sont desséchés, il choisit le masque à l'huile de germe de maïs de Kérastase Nutritive. Mes cheveux sont soignés, traités, nourris en profondeur. C'est un véritable plaisir. Avec le masque à l'huile de germe de maïs, ils retrouvent leur souplesse naturelle, leur beauté. Les soins Kérastase en exclusivité chez votre coiffeur. Sentinelle, l'album d'Axel Bauer avec Skyrock. Oh yeah!
Je crains qu'un de mes clients, Paul Sheldon, ait tous des ennuis, mais je n'ai aucun élément. Comment ça, Paul Sheldon, l'écrivain? Je suis inquiète parce que sa fille n'a aucune nouvelle non plus. Et lorsqu'un de ses livres sort en librairie, on s'arrange toujours pour rester en contact. Oui, je comprends. Vous voulez qu'on fasse des recherches? Oh, Paul, j'ai lu tout ce que vous avez écrit. Les aventures de Misery. Je les connais toutes par cœur. Les 8 volumes. Oh, je les aime tant. Vous êtes très gentil. Comment as-tu osé? Elle ne peut pas mourir. Misery Chastain ne peut pas mourir. C'est toi! Tu m'as tué ma Misery! James Caan, romancier martyr. Katie Bates, cinglée intégrale. Lauren Bacall, éditrice new-yorkaise. Après Stand By Me et Quand Harry rencontre Sally, Rob Reiner nous concocte un voyage au bout de la terreur. Misery, d'après un roman de Stephen King, mardi 30 à 20h35. Quand on vous voit, on a toujours l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment heureux de vivre, qui est bien dans sa peau, qui n'a jamais eu de problème. Est-ce que c'est le cas? Vous avez quand même dû, je suppose, avoir des moments un petit peu difficiles avant d'en arriver là. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes déjà quand j'étais plus jeune. Et puis il n'y a pas si longtemps que ça, avec ma femme dont je suis en train de me séparer. Bon, mais c'est le moment dans la vie très difficile, mais on les supporte très bien. Ouais. Et si on remonte plus loin, avant cette période de Marseille, donc, qui, en tant que footballeur, est la plus belle période de votre vie, mais bon, la vie privée, c'est effectivement, peut être parfois tout à fait différente. Quand vous avez eu une enfance comment Ben, j'ai eu une enfance, disons, moi, j'ai pas été très gâté. J'ai mes parents qui se sont séparés, j'avais 6 mois, et puis après, une fois chez maman, une fois chez papa, bon, ben, c'était le va-et-vient, et c'était pas très agréable. Alors comment se fait-il que tout ça, vous ne le montrez pas? Il y a des gens qui ont des périodes difficiles dans leur vie et qui ont l'air toujours accablés. Vous, pas du tout? Non, je crois que c'est pas des choses qui doivent se montrer. Je pense qu'il faut prendre la vie telle qu'elle vient. Et puis bon, à ce moment, à Marseille, on n'a pas besoin de problèmes dans la tête. Et puis je crois que c'est très bien comme ça. Garder pour moi mes problèmes et puis m'extérioriser sur le terrain comme je le fais. C'est un peu passé à un moment où vous étiez un peu la tête de turc, tout un univers. Oui, mais c'est vrai que bon, je suis pas quelqu'un rempli entièrement de qualités. Hein. J'ai des défauts comme tout le monde et j'en ai certainement des monstrueux. Mais je trouve qu'une personne, moi je veux dire, je suis pas la dernière à critiquer, moi j'arrête pas, je taille des costards à tout le monde. Hein, alors, mais en général je le fais avec des gens que je connais, je sais qui c'est, je sais ce qu'ils ont dans leur tête, tout ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont fait et qui me connaissaient, quoi. Et ça me dérange pas, là. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, et au contraire, je trouve ça régulier, je trouve ça sincère, quoi. Mais les gens qui disent c'est une conne, c'est tout ça, j'aimerais pouvoir passer une journée ou même pas 1 heure à discuter avec eux et à ce moment-là, s'ils repartent en ayant la même idée qu'en venant, ils écrivent ce qu'ils veulent. Mais je trouve ça injuste quand on écrit sans savoir par rapport à des potins, par rapport à une petite chose qui est partie comme ça et qui devient des montagnes, surtout que quand on a 14, 15 ou 16 ans, qu'on a du succès, c'est encore pire, quoi. Je me pose pas vraiment de questions, je veux dire, c'est peut-être pour ça que j'en prends plein la gueule aussi. Je fais un peu ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire, de la façon dont j'ai envie de le faire, et je sais pas ce que je vais faire demain, et on verra. J'aime vivre que comme ça, de toute façon. Est-ce qu'il est encore possible d'être heureux quand on s'appelle Maurice Pialat et qu'on vit à Paris dans la dernière décennie du XXe siècle? Et si oui, Maurice, qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà, avec mon admiration. Vous voyez que vous n'êtes pas un mal aimé. Vous avez un doute? Qu'est-ce qu'il y a là? J'avais envie de dire quelque chose, je ne le dirais pas parce que je ne tiendrai pas le coup pour le dire. Alors, je le dois à quelqu'un et puis en plus, c'était alors pour un cinéaste de dire ça, tous les poncifs habituels, genre on rentre dans la chambre, on met la petite couverture sur l'enfant qui dort et tout. Je vais l'écrire, mais je crois que je ne peux pas le dire là. Vous avez un enfant qui a quelques mois. Oui, je ne peux pas le dire là. Ouais. Ça je sais pas la réponse là. Oui, mais si c'est un truc précis, mais... Qu'avez-vous fait de mieux dans votre vie et qu'avez-vous fait de pire?
de mieux. C'est difficile, ça. Je sais pas. Et de pire? J'ai laissé tomber mes parents par une sorte de vengeance quand ils sont morts, l'un et l'autre, pas à la même date. Et je m'en suis pas rendu compte. C'était une sorte de vengeance inconsciente. Oh, j'ai pas fait... Il n'y avait rien de pervers, je les ai pas martyrisés et tout ça, mais j'ai été délaissé, je me suis vengé inconsciemment de ce que il m'avait mal élevé, quoi. Et comme un espèce de règlement de compte à ce moment-là, je suis pas fier de moi, là. Mais ils vous ont mal élevé. Ils s'occupaient pas de moi, quoi. Je comptais pour rien. On imagine toujours qu'un baiser sur la bouche est une chose ou très facile, ou alors qui vont entraîner une vie passionnelle entre l'acteur et l'actrice tout de suite après la scène du baiser. Pas du tout. C'est très gênant. Jamais. Si, bien sûr. Mais il n'y a pas que le baiser qui puisse déclencher une passion. Un regard peut suffire, non? À la ville comme à la scène. Mais c'est toujours très gênant. Il y a des techniques aussi de baiser. Je ne sais plus quel acteur disait que pour bien embrasser, à l'époque où à Hollywood c'était très chaste les baisers. Et si on embrasse, comme on dit vraiment, il y a déglutition. Mais faire une déglutition à une dame que l'on ne connaît pas, c'est toujours gênant. Et alors il y a une technique. On embrasse tout doucement et puis on fait bouger la pomme d'Adam. Alors ça donne l'impression que le baiser est fougueux. Vous avez beaucoup fantasmé sur les actrices? Beaucoup, beaucoup, parce que j'appartiens à une génération dont la sexualité a été complètement opprimée. C'était pire encore avec les générations précédentes, mais j'appartiens à la dernière génération qui avait, dont la sensualité ne pouvait pas s'exprimer. On nous cachait tout, y compris même aujourd'hui. On voit des seins aujourd'hui même dans la publicité, au journal de 20h. À cette époque, moi, après la guerre, donc je suis né en 35, 45, 5 ans, c'est une époque où on vous cache tout, couvrez ce sein que je ne saurais voir. La société est tartuffe. Et donc nous, garçons, nous essayons d'en savoir un peu plus sur ces mystères qui nous dépassent, mais dans lesquels nous allons bientôt entrer. Et donc nous sommes obsédés, effectivement, pas moi, mais tout le lycée, toute la jeunesse, tous les garçons sont obsédés par les jeunes femmes dont nous voyons... Voir comment c'est fait, quoi. Voilà, comment c'est fait. Quel papa êtes-vous avec vos enfants? Je suis un père dur. Non. Oui. Je suis assez dur. Mes parents étaient assez durs et je veux qu'ils aient pas grand-chose. Bon, au niveau du sport, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. Dans la vie, qu'ils fassent, mais je veux qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient sympas et qu'ils aiment rire. Ouais. Le reste, ça me dérange pas. Qu'il soit comme papa, quoi. Comme moi. Ouais. Bah, ça veut pas dire être dur, ça, Michel. Mais non, je suis très dur au niveau de... Je pense que toute la vie d'une personne vient de son éducation et dans les bases, il faut apprendre à être honnête, à gronder un peu quand il faut. Je les tape pas, hein. Je les tape pas encore. Mais il faut les apprendre à commencer bien leur vie, je crois, de leur donner des motivations intéressantes. Quand au Jubilé Platini, vous avez fait entrer votre fils à 3 minutes de la fin, c'était un des plus beaux moments de votre vie? Ça a été le très grand moment de ma vie, oui. Oui, parce que le jubilé en lui-même, ça a été difficile à organiser. J'ai mis 6 mois à l'organiser. Et j'ai pas vécu pratiquement dans le jubilé parce que j'avais la tête à tout. Et quand mon fils est rentré, que moi j'étais dehors à regarder, c'était fabuleux. Est-ce que le fait de rire de la mort, parce qu'en fait c'est quand même ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est parce que c'est une obsession chez vous, c'est une angoisse et que vous avez choisi cette attitude? Vraisemblablement. Vraisemblablement, mais je pense que nous sommes pour la plupart dans une religion qui augmente la peine de ceux qui restent. Et ça me fâche beaucoup. Je dis, il faut alléger les peines, il faut à la limite en rire, ne pas rire effectivement de la maladie, des choses qui mènent à la mort, mais une fois les choses faites, et en ce qui vous concerne vous, il faut savoir, oui, se détacher de la vie. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas ce que vous appelez l'humeur? Quand je n'ai pas envie d'humeur, je me tire une balle dans la tête généralement, puis je ressuscite. À blanc? À blanc, bien entendu. Ou je prends des cachets qui
qui sont des cachets d'aspirine uniquement. Non, non, mais j'essaie d'avoir toujours le meilleur. Et je crois que plus on avance dans la vie, plus il faut s'efforcer de garder, sans que ce soit trop artificiel, de garder cette envie. La dérision, c'est très joli. Moi, j'appellerais ça plutôt le déconnage. Il faut déconner, monsieur Denisot. Quel type de femme vous séduit le plus? Celle qui, justement, n'arrive pas en annonçant la couleur. C'est évident que c'est celle qui arrive en jouant la séductrice. Non, moi, j'aime bien une femme, en gros. J'aime les femmes dont on devine les fissures, les failles, quoi. J'aime bien penser que je peux m'introduire dans une de ces failles et rentrer dans un mystère. Et je sais ce que Wolinski va en faire de cette phrase-là, par exemple. Ouais. Parce que c'est deux conceptions de la vie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'était une belle phrase. De toute façon, c'est une phrase sensuelle, parce que ça fait partie de ça aussi, bien sûr. C'est évident que quand on voit une femme, il y a une part de désir pur, enfin, de désir de la posséder. Mais il y a des gens qui adorent les femmes pour simplement planter leur drapeau et dire, ça y est, je l'ai eu, je suis, elle est à moi, etc. Voilà encore une belle phrase, ouais. Pas intéressant, ça. Ouais. Non. Mais vous avez un besoin énorme de séduire. Moins qu'avant. Enfin, oui, pendant longtemps. C'est-à-dire que j'étais très timide, très sauvage. Vous avez été longtemps coincé avec les jeunes filles? Oui, jusqu'à 16 ans, je n'arrivais pas à leur parler, je ne peux pas leur dire un mot. J'étais très très mal à l'aise. Moi, je pars du principe que le monde est un immense bordel qu'on ne pourra jamais réellement réglementer. Alors à partir de là, je crois que ma tête également est un immense bordel. Ouais. Et je pense qu'il faut que tout soit bordel autour de nous, puisque c'est de toute façon le bordel intégral. Je pense qu'on ne peut pas avoir quelque chose de net et de complètement clean, comme on dit. Vous avez dans le public l'image de quelqu'un de très sérieux, un côté ordinateur, avec le talent en plus, bien entendu. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous aimez beaucoup la fête. Oui, mais le côté ordinateur, bon, c'est sympa, je veux dire, c'est bien d'un certain côté. C'est vrai que dans un certain domaine, dans le domaine technique de la voiture, pendant la course, je suis plus un intuitif, hein, c'est un peu le feeling. Et puis la fête, moi j'adore ça, mais j'adore, c'est ou l'un ou l'autre, quoi. J'aime pas mélanger les deux. Si demain on me dit, bon, viens, on va manger, mais si c'est tard et que j'ai une séance d'essai après, même si ça peut être une soirée fantastique, j'irai pas. Et je peux pas concilier les deux, c'est ça c'est un peu le problème. Mais... Dans votre vie, Charlotte Rampling, il y a eu des drames. Des drames qui vous ont marqué pour toujours. Oui. La mort de ma sœur. Ouais. Ma mère est tombée très très malade. Elle est toujours malade. Ouais. Et ça a changé à ce moment-là? Vous êtes parti, je crois que vous êtes parti en Inde, vous êtes parti en Afghanistan. J'avais 21 ans à l'époque et ça m'a fait beaucoup penser à ce qu'est la vie, quoi. Parce qu'à 21 ans, je pense qu'on ne pense pas vraiment à beaucoup de choses très très sérieuses. On veut s'amuser, on veut être vraiment très égoïste. On est très égoïste, un peu bête, un peu tout. Mais là, ça m'a fait partir dans d'autres endroits pour essayer de comprendre un petit peu, pour essayer de comprendre ce qu'est la douleur et d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'est la vie. Parce que je pense que quand on est confronté avec ça assez jeune, on réalise la fragilité de la vie et on veut comprendre un petit peu ce que c'est avant qu'on part aussi. Et à ce moment-là, vous aviez toujours envie d'être actrice ou chanteuse? C'est-à-dire que j'ai arrêté pendant un moment, parce que tout me paraissait futile, tout me paraissait sans importance, contre l'affrontement de quelqu'un qu'on aime bien qui meurt et une autre personne qui est malade. On se dit, mais il faut que je trouve une validité, une épaisseur dans la vie que je ne sens pas encore en moi. Et je ne pensais pas que c'était à travers la comédie que je pouvais le trouver, mais je savais très bien que j'allais retourner, parce que c'était quelque chose qui faisait entièrement partie de ma vie. Est-ce que votre image vous permet de faire tout ce que vous avez envie de faire dans la vie? Par exemple, je prends un exemple très simple. Vous auriez envie de faire du golf? Mais j'en fais. Vous faites du golf? Tiens. Ah bon? Mais je le manque et tout. Pourquoi? Parce que j'assume pas. Parce que le golf, c'est encore une image un peu marquée bourgeoisie, noblesse et tout. Mais c'est un truc formidable, le golf. Ouais. Non, mais j'ai un petit 9 trous dans le sud de la France où je suis allé pour m'amuser un jour et puis j'ai découvert que c'était le seul sport où on peut fumer. Tu marches sur de la pelouse, t'as pas de crétin avec un sifflet, pas de supporters avec des banderoles, pas de hooligans. Tu joues, t'es tout seul contre une petite boule blanche et t'es dans la nature avec des arbres, des petits oiseaux et tout.
Mais pourquoi vous n'assumez pas complètement? Enfin là, vous venez d'en parler. Parce que je suis con. Hein? Parce que les gens n'assument pas non plus. Ouais, Renaud, il joue au golf, enfoiré, bourgeois et tout. Quand vous dites « moi, ça va », ça veut dire que vous aviez des comptes à régler et que vous avez réglé des comptes? Oh, ceux que j'ai le plus réglés sont avec moi-même. Ouais, c'est ça. Oui, je les ai réglés, mais j'ai fait ce qu'on appelle une thérapie, et pour ça, c'est parfait, on les règle très très bien. Moi, j'ai une carie, je vais chez le dentiste. Je suis très clair, à un certain moment, j'étais contre ça. J'ai dit, je vais pas bien, toute seule, je ne vais pas m'en sortir. Où est la consigne? Je vais aller poser mes mauvaises valises et je jetterai la clé dans la Seine. Et S-E-I-N. Et voilà, j'ai fait ça, ça m'a beaucoup aidé. On peut que se servir soi, faut arrêter de vouloir trouver la solution sur les autres, quoi, parce qu'on les embête beaucoup et au bout d'un moment, ça devient un peu vulgaire, quoi. Donc, moi, ça va, quoi. Maintenant, je me sens mieux équipée, quoi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Le succès aide, bien sûr, je suis très privilégiée parce que le succès... C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas que ça m'amène qu'on va me dire maintenant tu fais un film machin. Si à ce moment-là j'ai une opportunité de partir avec quelqu'un que j'aime et d'aller à Berry-les-Chouflettes, je choisirai certainement ça parce que c'est toujours la vie qui l'emportera. Mais le succès apaise parce qu'il y a une reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est pas celle d'être reconnu dans la rue, mais il y a une reconnaissance, donc on a confiance, et tout d'un coup on pose, quoi. Moi j'ai senti que ça faisait... Mais dans mon jeu, comme dans la vie, j'étais comme ça, dans mon jeu, je maîtrisais mal, et maintenant je sens que je pose, je suis beaucoup moins... Ça m'a apporté ça, je suis très privilégiée. J'ai l'impression parfois que vous êtes amoureuse par exemple de Fellini. Est-ce que quand on a une vie comme la vôtre totalement professionnelle, consacrée au cinéma, est-ce que sa vie privée n'est pas aussi intimement liée à ce monde? J'ai une vie privée quand même à moi. Il est vrai que ma vie privée, quelquefois, a été traversée par des gens de cinéma. Mais moi, j'ai un rapport amoureux avec les gens que j'admire. Quelqu'un qui fait quelque chose qui me plaît, qui m'exalte, je l'aime, mais je l'aime. Bon, c'est pas nécessaire que ça se passe autrement qu'après la projection comme ça, en l'embrassant. Et la vie avec des gens de cinéma, c'est... Ah, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Les jeunes metteurs en scène, c'est pas drôle, et les grands metteurs en scène non plus. Quand on lit votre vie à travers des ouvrages que vous avez écrits, on se rend compte que vous n'avez jamais séduit de chômeurs, de gens dans la misère. Eh bien écoutez, pourquoi voulez-vous que je fasse ça? Voulez-vous me dire? Parce qu'effectivement, vous avez raison, mais je crois que mon destin n'était pas tracé, si vous voulez, à la cuisine, je ne pense pas. Alors je crois que j'ai dû évoluer, je n'ai jamais aimé les facilités de la vie, donc j'ai été là où c'était le plus difficile. Et je pense que j'espère avoir réussi. Mais si vous étiez tombée amoureuse, enfin l'amour parfois, c'est pas, on ne regarde pas toujours la fonction des gens qu'on aime. Oui. Vous auriez pu tomber amoureuse d'un Apollon qui soit ou chômeur ou un poète malheureux. Non, d'abord je n'aime pas les gens malheureux, je n'aime pas les gens qui n'ont pas un passé, qui n'ont pas un futur. Alors je veux bien épouser Apollon désargenté, mais en étant sûr qu'il fasse une carrière. C'est-à-dire qu'il soit Monsieur Univers, peut-être. La semaine prochaine, dernier tome de l'abécédaire de Mon Zénith à moi, des 188 émissions que nous avons fait, de la lettre S à la lettre Z, de Sabatier à Zouk et aussi le bêtisier. Salut. Moteur, musique. C'est bon, lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good.